mal nommé, puisque ça devient vraiment une ressource par rapport justement à ces problématiques environnementales. Donc, au niveau de la présentation, je voulais commencer par... je m'excuse, il y a un petit souci au niveau du... voilà. Alors aussi, on a un souci. C'est pour passer les diapos. C'est bon, ça marche. C'est bon, merci. Hop. Donc tout d'abord, par rapport au contexte, et comme le disait Dorian en introduction, c'est vrai que ma présentation vient en écho avec la COP26 qui s'est tenue et terminée la semaine dernière à Glasgow, donc où vous avez très certainement entendu parler beaucoup de l'urgence climatique par rapport justement à chercher à limiter cette montée en température à une limite à 2 degrés. Et aussi a été évoqué le fait qu'on soit dans une ère qu'on nomme l'anthropocène. Donc c'était intéressant de commencer par cela, par le fait de dire que c'est véritablement au niveau géologique les premières fois où l'homme a un impact aussi fort au niveau de la planète. Et donc, pourquoi? Parce que l'histoire de l'humanité peut être marquée, comme vous le voyez au niveau du graphique, par rapport à l'accès à l'énergie et sur des formes les plus disponibles, les plus concentrées. Et donc, depuis les révolutions industrielles, on commence à vivre et donc à avoir une grande accélération, donc avec un impact fort sur notre environnement, et notamment au niveau justement des températures, arriver à une augmentation très rapide à la surface moyenne du globe. Donc, c'est marqué par une grande accélération, donc l'épuisement de différentes ressources, aussi par rapport à l'accès, justement par rapport à ses besoins en énergie et en développement, et d'autre part, générer une quantité de déchets qui est extrêmement importante, puisque là, on génère jusqu'à 4 gigatonnes de déchets par an. Donc, en termes de défis, et ce qui s'offre à nous, en particulier au niveau de nos laboratoires, c'est de travailler sur cette gestion des déchets. Je voulais commencer donc en termes de contexte et par rapport à ces déchets, se dire tout d'abord, si on regarde historiquement, qu'est-ce qui nous a poussé et motivé à la collecte et au traitement des déchets. C'est tout d'abord pour des raisons environnementales et pour des raisons sanitaires. Donc, on est obligé, et maintenant, il est couramment admis depuis de nombreuses années, qu'il est important de collecter et traiter ces déchets. Et c'est des actions qui sont efficaces et tout à fait en conscience chez pas mal de gens. Donc, en termes de système, et de manière à éviter donc, les risques environnementaux et sanitaires, on est sur, et historiquement, on était sur un concept du berceau à la tombe. Donc, ce qu'on appelle en anglais le concept cradle to grave. Donc, cradle, c'est le berceau, et grave, la tombe. Et la tombe, ça signifie quoi? Dans le meilleur des cas, et ce qui était le cas jusqu'à plusieurs années, c'était des sites d'élimination et aménagés des installations de stockage de manière à réduire les risques environnementaux et sanitaires, donc des décharges sanitaires. Et vous retrouvez donc dans ce que je vous ai indiqué un petit peu ici. Donc le berceau, qu'est-ce qu'on fait? On extrait des ressources pour, c'est un petit peu ce qu'on vous a expliqué dans la conférence précédente, on va les utiliser dans des process industriels pour générer des produits. Donc là, par exemple, j'ai pris l'exemple des aciers pour générer un produit qui serait le vélo. Et en fin de vie, on va chercher à éliminer et donc stocker le produit qui était usagé et qui dysfonctionne. Donc ça, c'était à la base les choses qui étaient proposées pour la gestion des déchets. Et puis, on se rend compte, je m'excuse, que on arrive de plus en plus à un système donc linéaire
qui conduit à un épuisement, un épuisement des ressources. Donc cette économie linéaire qui veut qu'on consomme, qu'on extrait des ressources, qu'on les consomme et qu'ensuite qu'on les stocke, eh ben, ce n'est pas quelque chose qui est durable dans le temps. Et il faut... pourquoi? Parce que notamment, on voit apparaître un épuisement et des limites planétaires, donc un épuisement de certaines ressources. Donc, on a été obligé de changer de paradigme et puis d'autre part de légiférer. Donc au niveau européen en particulier, parce que si je prends au niveau du contexte réglementaire, donc là, qu'est-ce qu'il y a eu? On a proposé des choses pour avoir une politique environnementale qui tienne compte de ces aspects. Et donc la directive de 2008 qui a été remise à jour en 2018, donc il y a eu de nombreuses mises à jour, mais la dernière date de 2018, propose un peu une pyramide de gestion des déchets. Et dans ce qui est proposé, ce qui est mis en œuvre donc ensuite au niveau national, donc par le plan national de gestion des déchets de 2019, on cherche à inciter les pays à penser différemment et autrement leur gestion des déchets, donc le plus possible en prévoyant donc en réduisant la production de déchets. Donc c'est ce que vous retrouvez c'est ce que vous retrouvez en haut, la partie prévention. Donc ce qui n'est pas généré, c'est pas du déchet, donc c'est pas à gérer, donc c'est tant mieux. Et puis ensuite on retrouve les priorités, donc le plus vers les choses qu'on souhaite le moins faire, donc c'est-à-dire qu'on souhaite limiter au plus tout ce qui est élimination en décharge et plutôt donner la priorité à tout ce qui est réutilisation, recyclage et aussi récupération d'énergie, donc valorisation énergétique ou valorisation matière. Donc ça, c'est vraiment la politique européenne qui se met en place, et qui incite à penser différemment donc des modèles de prévention et de gestion des déchets et qui est basé donc vers un modèle d'économie circulaire. Donc on cherche à changer de paradigme. Ce modèle linéaire qu'on avait pensé, donc c'était plus pour des questions sanitaires et environnementales, on veut le faire évoluer vers un modèle d'économie circulaire où les modes privilégiés de gestion des déchets seraient donc des modes de prévention, mais aussi de réutilisation et de recyclage. Donc, pour ce faire, on voit apparaître ce concept d'économie circulaire. Donc, concept d'économie circulaire, c'est maintenir la valeur des ressources dans le cycle économique aussi longtemps que possible, et puis, d'autre part, prévenir les effets négatifs de la consommation des ressources sur la partie environnement et sur la société. D'autre part, c'est répondre à la demande et à l'offre croissante des ressources primaires. On est des sociétés, comme on l'a vu, la population ne cesse d'augmenter aussi, donc dans cette ère de l'Anthropocène. Il y a une consommation d'énergie plus grande, mais il y a une consommation aussi de matières et de produits qui est de plus en plus importante. Donc, répondre à ces pressions sur les ressources, en offrant justement d'autres manières de les utiliser et de les gérer. Et puis, d'autre part, d'atteindre tous des aspects durabilité et autosuffisance en termes de matière, donc une approche un petit peu cyclique. En termes donc de schéma conceptuel, on retrouve ces aspects-là donc dans ce diagramme que vous avez ici, donc d'économie circulaire, qui cherche à favoriser les cycles de matière et d'énergie. Et comment? Donc, d'une part, en optimisant la valorisation des déchets comme ressources, donc c'est ce que je voulais en particulier aborder aujourd'hui. Et vous aurez donc je vais faire un focus en particulier sur le recyclage, la réutilisation, donc dans un cadre d'économie circulaire. Et puis d'autre part, il y a aussi, il a été évoqué ça dans la conférence avant moi, la partie éco-conception des produits. Et puis vous aurez également dans l'après-midi
vraiment une intervention sur ces aspects-là. Donc, ça sera très complémentaire à ce que je vous dis actuellement. Et donc, cet aspect économie circulaire, ça va faire appel donc à un nouveau concept. Donc, ce changement de paradigme se matérialise par le changement. On va passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire. Et donc, on va passer d'un modèle où on avait du berceau à la tombe à du berceau au berceau. Donc, on retrouve le concept anglais de cradle to cradle, donc, que vous avez illustré ici et que je viens d'évoquer précédemment. Donc, si je cherche à comparer ces deux concepts, donc vous retrouvez le concept que je vous ai présenté initialement, donc qui était le concept un petit peu historique de gestion des déchets, et là, l'apparition justement de ce changement de paradigme et de partir vers une gestion circulaire des déchets, cette fois-ci donc de les considérer comme ressources, eh ben, on est sur un modèle un petit peu comme celui-ci. C'est-à-dire que vous retrouvez l'extraction de vos ressources primaires qui sont utilisées pour former des produits, mais en fin de vie, donc après consommation, on va chercher à en mettre en œuvre des solutions de recyclage pour limiter justement l'extraction et l'utilisation de ces ressources primaires. Et donc, alors la flèche est un petit peu exagérée parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y aura plus de déchets. Hein. Le zéro déchet est on tend vers du zéro déchet, mais ça paraît impossible. Donc, il y aura toujours une part qui sera orientée vers la partie élimination, mais on cherche, et en accord avec la politique européenne, à le réduire au plus pour favoriser d'autres étapes dans l'état actuel de nos connaissances. Je trouvais intéressant, donc, par rapport à cela, de vous dire un petit peu, nous, au niveau, aussi bien au niveau recherche qu'au niveau R&D, comment c'est pensé et comment on peut mettre en œuvre ce concept d'économie circulaire ou de cradle to cradle sous différentes options. On peut penser les choses sous la forme de valorisation énergétique ou sous la forme de valorisation matière. Donc, en fonction des déchets et en fonction du type de déchets, on pourra proposer des schémas de gestion qui favoriseront ces aspects-là. Donc, par exemple, là, si je prends des déchets inorganiques, donc plutôt à tendance minérale, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? C'est plutôt valoriser les aspects matière, les aspects constituants des produits, donc pour former et réutiliser donc, ce qu'on va appeler des matériaux secondaires. Donc, c'est le cas, c'est fait de manière assez courante, vous le connaissez, dans tout ce qui est l'industrie du verre, mais aussi c'est fait dans le recyclage dans des domaines tels que celui de la plasturgie. Alors, pour partie, je terminerai ma conférence là-dessus avec les limites justement qu'on a pu observer. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de chercher aussi à promouvoir la réutilisation de l'objet, de lui redonner une seconde vie, donc en luttant par rapport à l'obsolescence ou voyant comment on peut le réparer. On peut chercher aussi à le préparer ou l'utiliser autrement. Donc ça, c'est différentes possibilités qu'on va retrouver par rapport à des... donc l'utiliser, là, je pensais notamment dans les aspects travaux publics, où certains matériaux peuvent être utilisés en préparation, donc dans la formulation de mortier, de ciment, et ainsi de suite. Donc là, c'est ce que vous retrouvez ici dans le granulate et les filières. Pour les déchets organiques, donc là, des déchets qui contiennent beaucoup de matière organique, on peut penser les choses un petit peu différemment avec cet aspect par rapport au potentiel, au pouvoir calorifique, donc l'enthalpie de combustion de certaines des composants du déchet, et en particulier des composants organiques. On peut chercher à valoriser sous forme d'énergie. Donc, par exemple, on va favoriser la transformation de matière sous la forme de méthane. Et derrière, ce méthane
peut être un combustible qui est intéressant pour certains moteurs. On peut aussi chercher à utiliser directement le combustible, c'est par exemple le cas du bois ou d'autres types de déchets. Donc voilà un petit peu les panels et les possibilités qui s'offrent à nous, donc aussi bien en termes de valorisation matière que de valorisation énergie. Je voulais faire un focus sur la partie réutilisation, alors maintenant plus les aspects déchets solides et les aspects réutilisation et recyclage. Et donc, voir un petit peu, vous présenter un petit peu ce qui se fait et quelles sont les limites ou les verrous. Donc, en termes de réutilisation, donc la réutilisation, c'est quoi? C'est une valorisation objet ou produit. On a, d'autre part, comme vous l'avez vu dans le schéma précédent, l'autre option, c'est tout ce qui est recyclage. Donc là, on est sur une valorisation matière avec différents types de recyclage, des recyclages en boucle fermée ou en boucle ouverte. Et puis enfin, les aspects valo-énergétiques. En termes de réutilisation, c'est quoi? C'est ce qui est le terme anglais, le reuse, c'est l'utilisation d'un article à des fins identiques ou différentes après qu'il a rempli sa fonction. Ça ne modifie donc pas la forme originale du produit. Et ça va ne nuire en aucune façon à l'environnement. Donc, c'est intéressant de par ces aspects-là. Par contre, et en plus, ça permet d'économiser de l'énergie, puisqu'on n'a pas à réextraire des matières et réutiliser pour les façonner. L'objectif, par rapport à ces aspects-là, c'est de prolonger la durée de vie de l'article. Donc, c'est donner, ce que je disais un petit peu communément, une seconde vie. Si je veux vous donner des exemples, qu'est-ce qu'on retrouve? On va le retrouver dans les pièces détachées usagées, donc dans des filières telles que les véhicules hors d'usage, les VHU, où on va chercher à réutiliser certaines pièces. On le retrouve dans certaines bouteilles en verre ou en plastique, qu'on peut réutiliser moyennant des conditions sanitaires pour la réutilisation. Les pneus réchappés également sont un exemple de ce type d'approche. Par contre, il y a des verrous et des limites. Les verrous, c'est quoi? C'est d'une part, le système de collecte doit être organisé et il faut qu'il y ait une logistique pour pouvoir distribuer, conteneuriser, transporter ces objets dans cette optique de deuxième vie. On est aussi obligé, je vous ai parlé des aspects sanitaires, mais il y a aussi les aspects qualité. Oui, c'est possible, mais il faut s'assurer que ce qui est remis sur le marché soit des choses de qualité, et qualité sanitaire, mais aussi qualité fonctionnelle. Et donc, ça peut supposer un reconditionnement éventuel. Bien sûr, ça je l'ai évoqué, ça ne peut se faire que dans des conditions d'hygiène et de sécurité qui seraient drastiques, donc avec des phases de nettoyage, de stérilisation éventuelles. Et puis, d'autre part, il y a des contraintes sociales, sociétales. Alors, ça change, hein, on voit maintenant le succès d'applications telles que Vinted ou des choses comme ça, mais ça a mis du temps à émerger parce que les gens préfèrent acheter du neuf ou des fois sont un petit peu hésitants à acheter de l'occasion. Mais en tout cas, il y a des changements et puis, dans la société qui sont profonds et qui peuvent permettre aussi de privilégier ce type d'approche. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire au niveau de ces aspects réutilisation. Maintenant, les aspects recyclage. Donc, au niveau du recyclage, là, on est sur de la valorisation matière. Ici, c'est un processus par lequel l'article usagé est transformé en un nouveau produit. Donc, l'objectif premier, c'est de réduire le gaspillage de matière potentiellement utile à la formation de celui-ci. Un nouveau produit est créé, la forme du produit est donc modifiée. Et par contre, à la différence de la réutilisation,
ça peut nuire parfois à l'environnement parce que derrière, il y a quand même une étape, il y a un process industriel pour redonner vie à un nouveau produit. Donc, ce n'est pas sans nuisance par rapport à la réutilisation. Ça consomme de fait une quantité d'énergie pour ça, mais bien entendu, par rapport, si on fait un bilan global, ça en économise plus que ça en économise aussi. Et l'objectif, c'est d'utiliser le plus possible de ces matières premières dans la création de divers produits. Le recyclage est actuellement encouragé dans les différents pays. Qu'est-ce qu'on connaît et qu'est-ce que vous pouvez utiliser? C'est dans les emballages domestiques, donc aussi bien les cartons, les métaux, le verre, les plastiques. Donc ça, c'est des choses courantes qu'on retrouve. Les papiers des journaux et des magazines, le bois provenant de meubles, les métaux ferreux, en particulier dans les VHU, les métaux non ferreux, je vous parlerai un petit peu de l'aluminium tout à l'heure, et les matières organiques, donc aussi par rapport aux aspects utilisation comme amendement ou autre, donc biodéchets, boue, déchets agricoles ou déchets alimentaires. Et puis, je l'ai évoqué, les granulats, donc aussi par rapport aux aspects TP, travaux publics, et ainsi de suite. Donc, par rapport à ce que je vous présentais initialement, bien voir que le recyclage, c'est donc un mode de gestion durable des ressources et qui permet donc la limitation et le gaspillage d'énergie. Et également, ça permet de traiter les déchets, puisqu'on va réduire la part d'élimination. L'ensemble des étapes du cycle des matières et des produits doit être pris en compte. Donc, c'est bien ce que je vous disais par rapport au bilan précédent. Il est important de bien prendre en compte toutes les étapes pour faire un bilan qui soit exhaustif du caractère positif ou non du recyclage. Donc, aussi bien de la réutilisation de la matière à l'obtention du produit final. Et tout cela donc, dans cette optique d'économie circulaire. Au niveau, donc, par rapport à ces étapes des cycles de matière et des produits, la première étape, et ça vous sera développé cet après-midi, c'est aussi que ce puisse être pris en compte en amont, donc dans la partie éco-conception. Donc ça, c'est important de penser les choses en se disant, on va chercher à introduire le plus possible de ressources issues du recyclage. Donc, ce qu'on va appeler ces matières primaires recyclables. Ensuite, il faut penser à la collecte. Parce que si c'est bien joli de vouloir faire du recyclage, mais il faut être certain que j'ai suffisamment de ces matières premières. Donc, il faut que je pense organiser la collecte, le tri, et donc, c'est des enjeux importants pour s'assurer que la filière que je propose et la réutilisation soit viable et pérenne dans le temps. Et puis également, penser que derrière, je vais avoir des actions pour récupérer mes matières. Donc, je vais avoir des actions, je vais être obligé peut-être de démanteler, donc démontage et dépollution de certains produits. Je vais être obligé de trier parce que je ne peux pas pouvoir tout recycler. Et également, je vais être obligé peut-être de préparer mes matières, donc des étapes de déchiquetage ou de broyage, pour pouvoir les réutiliser dans le process. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête et de bien avoir et de se dire que la qualité de ces MPR, ça sera vraiment un objectif important donc de bien chercher à les optimiser tout en réduisant la quantité de refus, puisque là aussi, derrière, ce qui ne va pas être utilisé partira en élimination. Donc, au niveau du recyclage, on peut avoir par contre des pertes de matière. Donc, l'objectif, c'est vraiment de conserver le plus longtemps possible les propriétés et les quantités de matière
pour permettre le plus grand nombre possible de cycles de recyclage. On distinguera donc deux types de recyclage. Celui en boucle fermée, donc c'est tout ce qui est bouteille, PET, verre, de celui du recyclage en boucle ouverte, donc où on transforme les bouteilles, par exemple, en fibres polaires. Et ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que ce recyclage génère quand même des pertes de matière, puisque, en particulier, dans certaines applications, on ne pourra pas tout recycler. Donc, par exemple, les applications dispersives, les oxydes de titane, dans l'industrie du PVC et de la peinture, c'est des choses qu'on n'arrive pas, qu'on ne peut pas recycler. Et c'est des matières qui sont inutilisables pour de nouveaux cycles. Donc ça, c'est intéressant d'avoir en tête. Et d'autre part, bien se dire que les performances des collectes, du tri et de la préparation de ces MPR, là aussi, si on veut avoir de la matière de qualité, ça va supposer de pouvoir... on risque d'avoir des pertes et on ne va pas pouvoir recycler à 100%. Donc là aussi, c'est des choses à prendre en compte. Les aspects sanitaires, donc pareil, pour essayer d'être exhaustif et de placer un petit peu les verrous et limites de ces aspects-là, qu'est-ce qui peut être négatif lors du recyclage? C'est qu'on peut retrouver lors des opérations de recyclage, donc je vous ai parlé dans ces installations de préparation ou de stockage des déchets, des émissions de métaux lourds, des émissions de poussière. Donc, on peut générer des risques environnementaux et sanitaires qui sont liés à ces étapes de préparation, de tri et donc de réutilisation in fine et de recyclage des matières des MPR. Après, il existe, et on ne peut qu'inciter à l'utilisation des meilleures techniques disponibles pour permettre de produire mieux, mais aussi de penser à bien respecter les normes d'émission. Si on regarde les impacts négatifs par rapport aux impacts évités, il ne faut pas omettre donc, ces effets négatifs, ces aspects par rapport aux aspects sanitaires, mais il est quand même intéressant de voir qu'il y a quand même des impacts très positifs au recyclage, et notamment, on retrouve par exemple, la première des choses, c'est de lutter contre l'épuisement des ressources naturelles. Donc, et justement par rapport à ce contenu en matière première qu'on cherche à garder le plus longtemps possible. Et là, par exemple, quand on regarde l'aluminium, au niveau de la production d'aluminium à partir de matières premières, consomme 45 fois plus de matériaux abiotiques et 35 fois plus d'eau que pour les matériaux recyclés. Donc là, on voit bien que c'est intéressant environnementalement par rapport justement à la génération d'aluminium sous cette forme-là. On a aussi des impacts évités sur des impacts par rapport à la transformation des matières premières, et d'autre part sur l'énergie nécessaire pour produire un matériau donné, ce qu'on appelle l'énergie grise. Donc cette énergie permet de transformation. Et là encore, si je regarde l'aluminium, à partir de matériaux recyclés, on consomme 20 fois moins d'énergie que lorsqu'on l'utilise à partir de matériaux primaires. Donc il y a un vrai avantage, une vraie économie, aussi bien dans l'utilisation des ressources que dans cette énergie grise qui est utilisée. Donc ça, c'est intéressant, c'est le cas du cuivre, mais il y a de l'aluminium, mais c'est aussi vrai pour le cuivre ou pour d'autres éléments. Donc voilà, c'est intéressant de l'avoir à connaissance. Au niveau de perspectives pour le recyclage, quelles sont-elles? On est dans un contexte, et l'exposé précédent l'a bien souligné et l'a bien dit, de renchérissement et de raréfaction des matières premières. Donc, de toute manière, la montée des prix des matières premières fait que le recyclage devient une alternative intéressante, et ça contribue
à le renforcer. Donc, d'autre part, et ça renforce aussi l'indépendance nationale par rapport à tout ça et par rapport aux difficultés d'approvisionnement en matières premières. Au niveau R&D, il est important, et là aussi, vous, en tant qu'ingénieur, c'est des défis qui vous sont proposés, de renforcer des nouvelles techniques de séparation. Nouvelles techniques de séparation pour le tri, l'identification des matériaux, et puis après, aussi des process pour pouvoir reformuler et produire de nouveaux produits en intégrant le plus possible ces matériaux recyclés. Et donc, permettre de conserver l'intégralité et la pureté des caractéristiques initiales. Les limites, c'est la dépendance de l'offre en amont. Donc là, pareil, tout n'est pas recyclable et puis ça suppose quand même une logistique importante. Et d'autre part, il y a une compétition en aval par rapport à la matière première, puisque derrière, il y a quand même des marchés de matières premières et ils ne voient pas forcément d'un bon œil cette concurrence liée à ces matières premières recyclées. Au niveau, donc, aussi, au niveau réglementaire, c'est important d'avoir en tête qu'il y a des choses à faire, en particulier au niveau de la responsabilité du producteur. Le statut des matériaux recyclés n'est pas encore bien défini et on est face souvent à des dilemmes, en particulier par rapport à l'aspect est-ce que je suis déchet ou est-ce qu'on est dans le cadre d'un produit donc qui n'est plus déchet, donc la sortie du statut de déchet. Pourquoi c'est important? Parce que si le produit, et tant que le produit est considéré comme déchet, le producteur de celui-ci reste responsable des impacts négatifs potentiellement générés. Alors que si c'est un produit, la responsabilité est transférée au producteur-vendeur des produits fabriqués à partir des matériaux recyclés. Donc, on change la responsabilité. Donc, ça, c'est quelque chose, un paramètre important au niveau réglementaire. Et là-dessus, on voit que les législations locales et internationales ont à mieux préciser les choses et à mieux accompagner pour permettre une clarification de ces questions. Comment faire face à nos contradictions? Ok, je vais bientôt conclure. Donc l'objectif, c'est, et le consommateur veut des produits fiables, mais bon marché. Donc le recyclage apparaît donc en opposition avec ces exigences de qualité technique des matériaux qui peuvent être donc affectés par le surrecyclage. Exemple, le verre, par exemple, le verre transparent ne peut être obtenu à partir de verre coloré. Donc, les produits incorporant des matières recyclées peuvent être de qualité inférieure à ceux fabriqués à des matières à partir de matières premières primaires. D'autre part, on doit faire face à certaines contradictions. Le recyclage par rapport à la société à risque zéro. Donc le recyclage est considéré comme respectueux de l'environnement, mais en cas d'impact négatif, l'opinion publique va considérer que le recyclage sera une très mauvaise idée. Donc il faut là-dessus recycler, oui, mais il faut vraiment être irréprochable dans ces actions-là et donc ne pas générer de soucis par rapport aux matériaux recyclés derrière. Et puis d'autre part, par rapport à l'économie circulaire, c'est des questions par rapport, je l'ai évoqué précédemment, promouvoir les ressources alternatives locales, c'est intéressant, mais comment on fait, comment on est soutenu dans un marché mondial libéral. Je voulais, donc juste pour terminer, c'était faire un focus au niveau des déchets plastiques, puisqu'on est dans la zone, dans la Plastic Valley. Juste pour vous donner des chiffres, donc en France, un Français moyen consomme 15 kg de déchets plastiques recyclables par an. Au niveau mondial, il est intéressant que vous sachiez qu'il y a 15% simplement des déchets qui sont collectés, recyclés. Ça reste quand même majoritairement stocké.
Et en Europe, on reste sur, pour l'instant, les chiffres de 2018, 29 millions de tonnes qui sont collectées, et ça correspond à 61% d'emballage. Le gros problème des plastiques et des déchets plastiques, on l'a vu, c'était par rapport en particulier aux pollutions marines et ce que vous retrouvez dans les mers. Et donc là, il y a quand même un arsenal réglementaire qui s'est mis en place pour réduire l'utilisation des produits à usage unique et donc limiter cet impact sur les milieux marins. Et puis, je voulais terminer là-dessus. Donc, pour vous donner les chiffres en termes de recyclage, et pour vous dire donc, que le taux de recyclage des emballages plastiques, c'est 42% en moyenne en Europe, avec des fluctuations selon les pays. La France, on est à 24%, donc à 26%. Entre 24 et 26%, alors que d'autres pays sont à 52%, donc je pense à la République tchèque. Et par rapport à ça, et par rapport à ce pourcentage qui reste perfectible, c'est vous dire que, surtout, vous inviter à poursuivre ces effets et de continuer le recyclage parce que c'est quelque chose d'intéressant, mais d'amplifier et il y a plein de choses qui s'offrent à vous par rapport pour chercher à augmenter cette part de recyclage. Donc, beaucoup de choses à faire, comme je vous le disais, au niveau du tri, au niveau de la réutilisation, du recyclage en tant que tel, donc des process de l'éco-conception, et pour faire augmenter ce pourcentage-ci. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Chapin. Ça nous tenait à cœur de faire une présentation sur l'environnement. La jeune génération dont on fait partie est de plus en plus sensibilisée au contexte écologique. Par exemple, à l'INSA Lyon, récemment, l'INSA Lyon a créé un partenariat avec le Shift Project, qui est dirigé par Jean-Marc Jancovici, qui est un des grands porte-parole de l'alerte en France, en tout cas. Merci pour votre intervention. On va vous poser quelques questions du public. On a sélectionné une question parmi les questions qui ont été posées sur WooClap. Et la question est la suivante. Comment agit-on en ce moment contre l'obsolescence programmée, qui est contre le principe de l'économie circulaire? Pour l'instant, on cherche justement au niveau législatif à lutter et à forcer les producteurs de produits donc à de la transparence et donc à ne pas utiliser cet arsenal qui était employé d'obsolescence programmée, donc à ne pas employer ces techniques-là pour favoriser la partie recyclage. Donc au niveau réglementaire, il y a une pression qui est de plus en plus forte pour chercher à lutter contre l'obsolescence, contre cette obsolescence programmée qui était faible et employée par certains manufacturiers. Mais derrière, ça reste des propositions de loi et des demandes. Et derrière, il faut que les producteurs de produits jouent le jeu. Mais avec le contexte actuel, j'ose espérer qu'il y a quand même une prise de conscience une volonté aussi de faire quelque chose. Donc, je pense que là-dessus, une majorité de producteurs vont jouer le jeu et pas que par rapport au côté greenwashing, mais aussi par rapport à une manière idéologique pour agir aussi dans le contexte dans lequel on est. Merci beaucoup pour votre réponse. Il y a d'autres questions qui ont été posées, mais parce que le temps, je ne pense pas qu'on aurait le temps. J'aimerais bien quand même poser une dernière question, plus de manière personnelle. Pour les gens qui ont envie de se renseigner de manière quotidienne ou moins fréquemment sur l'environnement, sur les actualités qu'il y a dans le monde, comment est-ce que vous vous renseignez? Il y a des magazines que vous utilisez souvent, des sites internet, des personnes. Là, on a parlé de Jean-Marc Jancovici, peut-être d'autres personnes. Comment est-ce qu'on pourrait se renseigner? Alors, effectivement, les médias traditionnels sont intéressants. Après, il y a des supports, donc les sites de l'ADEME
c'est des choses intéressantes à consulter pour vous par rapport aux questions que vous pourriez avoir sur la gestion des déchets et des aspects particuliers, par exemple sur les emballages plastiques. Et puis, oui, de la curiosité, donc des sites spécialisés en environnement qui permettent de répondre à certaines questions. Après, au niveau des médias, par rapport à ce que je dis à mes étudiants, c'est toujours quand même de rester curieux et de ne pas prendre qu'un seul son de cloche. C'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute de l'actualité, chercher à se renseigner et avoir différentes positions et se forger, se fonder un avis à partir de plusieurs avis et de plusieurs positions. Et donc d'être curieux, d'être citoyen, mais il y a plein de choses qui sont présentes dans les sites institutionnels, que ce soit l'ADEME et que ce soit le site du ministère également. Donc c'est relativement facile. Et puis après, on a un laboratoire environnement également, donc de ne pas hésiter aussi à nous consulter pour des questions de pollution, des questions de recyclage, des pollutions. Notre cœur de travail, c'est les déchets. Et donc, c'est intéressant aussi pour nous de répondre à différentes problématiques actuelles. C'est parfait. Merci beaucoup. On peut l'applaudir bien fort. Merci. Merci beaucoup. On va enchaîner tout de suite avec la